je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour Paul-Marie Couteau. Bonjour Martial. Vous êtes essayiste, directeur de la revue Le Nouveau Conservateur, dont j'ai le numéro 13, mais il va porter bonheur en main, intitulé Europe du songe au mensonge. Il est pas mal. On va en rediscuter si vous voulez bien. Vous êtes aussi bien évidemment l'animateur de l'émission à succès de TVL qui s'intitule Conversation et qui est diffusée 2 dimanches par mois. On va évoquer cette émission, on va évoquer Le Nouveau Conservateur, mais avant toute chose, vous vouliez revenir sur la mort d'une personnalité qui fut, on l'a dit, la femme la plus puissante de France, vous me direz si ça a été le cas, Marie-France Garot, et que vous avez longuement côtoyée. Oui, j'ai commis un impair l'autre jour en disant chez un de vos collègues que ce fut ma maîtresse. Pas du tout, sauf en politique. Moi, je suis devenu souverainiste en grande partie grâce à elle, parce qu'elle avait le souverainisme chevillé au corps. La femme la plus puissante de France, bon, c'était une formule journalistique, toujours un peu approximative, ça a été vrai à partir du moment où elle a obtenu la peau de Chaban-Delmas en 72, et de la Nouvelle Société, qui était une espèce d'adaptation du gaullisme au 68-ardisme très bancal, un modernisme, elle, très conservatrice pour le coup, qui ne marchait pas. Elle a obtenu la peau de Chaban, qui pourtant avait eu une investiture en juillet 72, enfin tout au moins un vote de confiance, pas une investiture, ça n'existe pas, c'est la Ve République, de l'Assemblée, mais qui a fini par démissionner, parce que Pompidou et elle, qui était chez Pompidou, ainsi que Pierre Juillet, son grand complice, avaient dit à Pompidou qu'on était mal parti. Et à ce moment-là, elle invente Messmer. Je crois que c'est un peu elle et Jean Foyer qui vont chercher Messmer. Bien entendu, Pompidou était d'accord comme Premier ministre. Et l'idée était de propulser Chirac, qui était à l'époque un pur sang, et qui, je crois, l'avait impressionné, et qu'elle a cornaqué avec un cas. Elle l'a poussé aussi, ainsi que Pierre Juillet, à quitter Matignon en 76 dans des conditions, on s'en souvient peut-être pas, mais un petit peu dramatiques, en août 76, en rupture avec Giscard. Et puis en 79, elle était l'une des inspiratrices, c'était un travail collectif, du fameux appel de Cochin, qui est très intéressant à mentionner. Rappel de Cochin, c'est l'hiver 79, on est à quelques mois de la première élection européenne, qu'elle jugeait d'ailleurs plus ou moins indue, comme beaucoup de gaullistes, et même beaucoup de gens à gauche, jugeaient que cette assemblée dite de Strasbourg à l'époque n'avait pas de raison d'avoir une légitimité démocratique. On en reparlera tout à l'heure si on peut parler des élections européennes. Mais le fait est que le discours de Cochin était un discours très national, nous ne le sont pas absorbés par une construction supranationale à dominante américaine, c'était ça la substance de l'appel de Cochin, terrible. Et il se trouve que cet appel de Cochin a abouti à un très mauvais résultat de Chirac en face de Madame Veil, Simone Veil, feu Madame Veil, en 79. Elle a eu plus de 30%, il n'a pas fait 15%. Et Chirac en a déduit, à partir de ce moment-là, qu'il ne fallait pas s'opiniâtrer, comme disait Marie-France Garot, dans une ligne trop nationale, et elle le laisse filer, enfin, il l'abandonne, enfin, il se fâche. Je crois que Madame Chirac est pour quelque chose, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. Et puis, à ce moment-là, Chirac abandonne la ligne nationale, celle de l'appel de Cochin, très anti-atlantiste, anti-supranational, et s'entoure d'Alain Juppé, de Balladur. Et ce sera Chirac qu'on connaîtra. Et ça sera le Chirac qui a tout abandonné. À la postérité. Balladur, on rappelle dans ce numéro du Nouveau Conservateur, le numéro 13 dont vous parliez, que Balladur a fait un mea culpa en disant on s'est trompé sur l'Europe de A à Z. Bon, et publions cet article. Pourquoi appel de Cochin? Parce qu'il était à l'hôpital, il avait fait il avait eu un très mauvais accident sur les routes glacées
de l'hiver de janvier 79 en Corrèze, chez lui, du côté d'Égletons. Et il a dit plus tard qu'on lui avait arraché une signature. En fait, ce texte était travaillé et retravaillé pour préparer les européennes de l'époque. Et je tiens à dire quelque chose qui est très important et qui rejoint une de vos préoccupations personnelles, Martial, ainsi que Philippe Millot et puis tous les soutiens de TV Liberté. Cet appel n'a pas été productif dans les urnes parce qu'il a suscité un ourvari de l'ensemble des modernistes menés, devinez par qui? Maurice Blanchet, patron de Publicis, qui à l'époque avait une sorte de monopole sur la publicité, et notamment sur la publicité dans les journaux de droite, notamment tout le groupe R100. Et R100 a commencé à prendre ses distances avec Chirac à ce moment-là. Chirac a bien compris que, à cause des publicitaires et de Publicis et de Blanchet, le père d'Elisabeth Badinter, enfin on voit un peu la ligne politique, très moderniste et très antinationale en fait, il ne passerait pas, il n'aurait pas de destin national contre la force montante de l'époque, c'était déjà les publicitaires, qui contrôlaient la presse et qui contrôlaient l'opinion. Robert Hersan, propriétaire à l'époque du Figaro. C'est l'époque où Hersan abandonne et de quantité de titres de province. C'est en province que ça faisait mal, parce que c'était les candidats RPR de l'époque qui se voyaient écartés, sur ordre de Publicis, des publicités des publicités qui faisaient vivre la presse de province s'ils accordaient de l'importance aux candidats RPR. Ça, c'est très intéressant. Jean-Yves Le Gallou dit des choses intéressantes dans une de mes conversations, d'ailleurs, là-dessus. Le poids des annonceurs sur les décisions du parti des médias. Est-ce qu'à vos yeux, Marie-France Garot était le symbole même du conservateur? Après tout, c'est ce terme-là que vous portez, que vous défendez. Conservateur, souverainiste, j'aime ce mot que beaucoup n'aiment pas parce qu'il est très œcuménique. C'est une manière, c'est ma vieille obsession, à mon avis, de rassembler des sensibilités différentes à droite, chrétienne ou démo-chrétienne, puisque le nouveau conservateur est issu en bonne partie de l'ancien PCD de Christine Boutin et de Jean-Frédéric Poisson, mais aussi des libéraux, mais aussi des populistes, mais aussi, bien entendu, des monarchistes. Il y a tout un syncrétisme autour du mot conservateur. Et je trouve que c'est pas mal de trouver un mot, je l'ai cherché pendant longtemps. Bon, il y a certes le mot souverainiste, mais il est devenu un peu équivoque, qui réunissent plusieurs tendances de la famille trop dispersée de la droite nationale. Disparition de Marie-France Garot, pour en dire un dernier mot, le 22 mai, obsèque le 25 mai en l'église de Saint-Pompin, dans son village où elle avait un château, dans les Deux-Sèvres. Est-ce qu'elle est le symbole pour vous de ce que vous avez comme représentation du gaullisme ? Oui, mais alors très important, elle ne se voulait pas gaulliste, elle ne l'a jamais dit. Elle a dit c'est trop grave. Cette appellation de gaullisme a été forgée pendant la guerre et a été payée au prix du sang. Je ne me sens pas, moi, on voit qui elle vise, capable de m'inscrire dans cette filiation-là, qui est plutôt réservée à une poignée de héros ou de gens qui ont combattu. Et elle a ajouté d'ailleurs quelque chose qui est terrible pour les gaullistes, une phrase du cardinal de Retz: les grands noms sont de grandes raisons pour les petits génies. Elle aurait pu ajouter, enfin le cardinal aurait pu dire pour les petits esprits. Qu'est-ce que c'est que les gaullistes finalement? C'est des gens qui ne sont pas courageux, qui suivent l'air du temps, mais qui croient l'être parce qu'ils s'abritent derrière une grande statue. De Gaulle a été courageux à leur place et il s'en dispense. Elle était très critique avec les gaullistes et même très critique avec les souverainistes. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'elle n'a pas été aimable avec Philippe de Villiers. Philippe de Villiers non plus. En fait, aujourd'hui, sans la faire parler à sa place, bien évidemment, qui incarnerait le mieux à ses yeux, aujourd'hui, aux élections européennes, sa pensée, sa réflexion? C'est difficile ce que je demande. Non, parce que j'ai un nom qui me vient immédiatement à l'esprit, je dois vous dire. Mais après vous avoir dit que les souverainistes étaient souvent la cible de... Mais c'est pas un souverainiste auquel je pense. Alors, je vous écoute. Qui ne se dit pas souverainiste, j'ai anticipé, alors. Mais qui est tout à fait sur cette ligne. Qu'est-ce que c'est un souverainiste? C'est considérer que d'une part,
le b.a.-ba de la politique, il faut le redire, parce que c'est complètement perdu de vue. C'est pas de défendre son beefsteak, son orientation sexuelle, sa province, son métier, c'est de défendre les intérêts supérieurs de la nation. C'est ça, faire de la politique. Et la souveraineté est le moyen de mener une politique conforme à ses propres intérêts, sans que des féodalités intérieures ou des empires extérieurs ou des hégémonies extérieures du type Union européenne fassent pièce à la défense des intérêts exclusifs de la nation et de son peuple, qui en a les bénéfices, mais d'abord de la nation et de l'État, qui en sont les protecteurs. Elle avait cette manière très nette de s'exprimer que je retrouve chez une personne qui ne se dit pas souverainiste, c'est François Asselineau. J'ai bien connu François Asselineau, il y a des émissions qui ont fini par être assez fameuses. On a atteint 240 000 vues avec une de mes conversations. Avec une seule, mais on est quasiment à près d'1 million sur l'ensemble. Sur les 5 conversations. Voilà, peut-être pas 1 million, vous êtes sur l'ensemble des plateformes. Sur l'ensemble des plateformes. Sur l'ensemble des plateformes. Enfin, elles ont eu un grand succès, on m'en parle encore. D'autant qu'on voit Asselineau dans la 3e émission. Pleurer, fondre en larmes, à l'évocation, je ne donne pas le fin mot de l'affaire, à l'évocation de Charles Pasqua, qui s'est très mal comporté avec lui. Mais c'est ça le problème, ils se sont tous très mal comportés. Je vous l'ai dit lors du dernier Zoom que vous m'avez très gentiment accordé au mois d'octobre, tous nos chefs nous ont trahis, c'est le titre de ce Zoom. On n'y revient pas, mais j'écrirai là-dessus. On y revient si vous voulez. Parce que cette émission est enregistrée, il faut le dire aux téléspectateurs, elle est enregistrée juste avant le scrutin du 9 juin, donc on ne peut pas bien évidemment donner des résultats que nous n'avons pas, et quelques dizaines d'heures, avant les célébrations du débarquement sur lesquelles j'aimerais dire en Normandie. Ouais. Donc on va parler de ces deux choses-là, mais en sachant et en disant clairement à nos téléspectateurs que nous sommes en amont de ces deux moments-là. Mais vous avez dit, effectivement, Tom, j'ai bien retenu, nos chefs nous ont trahis. Est-ce que votre idée, dit souvent, c'était de vous réfugier dans l'abstention et quitte à ne pas peser sur les résultats, quels qu'ils soient. Oui, alors, quand on s'abstient, 2 choses. On envoie un message, mais aussi, on n'est plus dans le jeu. 2 choses. Le fait est que je trouvais un peu dérisoire cette division de la droite à l'occasion de toutes les élections des européennes. Mais et en plus, je considère que l'élection même, le principe même de l'élection au suffrage universel d'une assemblée extra-nationale est illégitime. Et qu'en plus, on donne l'impression on donne un habillage démocratique à une entreprise qui n'est pas du tout démocratique, qui est en train de rouler sur toutes ses pentes totalitaires, et on est dupe en votant, je peux le dire maintenant. Simplement, ce que je n'avais pas mesuré quand je vous ai dit ça, Martial, au mois d'octobre dernier, c'est que ces Européennes ont pris beaucoup d'importance à titre de politique intérieure. Les Français ne peuvent plus s'exprimer. Aucun référendum depuis... Bien, écoutez, exactement depuis 2005, c'est-à-dire pratiquement bientôt, dans quelques mois, ça fera 20 ans sans référendum. C'est invraisemblable. Des élections présidentielles pipées, on l'a vu en 2017, avec ce qui est arrivé à François Fillon, et puis la propulsion. Enfin, on a l'impression que les oligarchies mondiales ont nommé le président de la République française, comme elles ont vraisemblablement nommé Angela Merkel, qui était totalement inconnue quand elle est devenue première chancelière, ou Tony Blair, etc. Ils ont pris l'habitude de nommer les présidents de la République. Ce qui fait que les élections présidentielles sont pipées. Et ensuite, les élections législatives sont très dépendantes des élections présidentielles. Donc, quand les Français s'expriment-ils ? Finalement, il reste ces européennes, non pas tant parce qu'elles sont européennes, mais parce qu'elles sont à la proportionnelle. Et là, on a une véritable photographie. Ce que donne je le connais pas, comme vous le rappeliez au moment où nous parlons, ce que donne le résultat des élections européennes du 9 juin, c'est une photographie assez exacte de la population française. Et c'est intéressant parce qu'on voit, c'est béant et c'est énorme, que la légitimité, très important, c'est aussi important que la souveraineté, la légitimité, c'est le pouvoir de gouverner, c'est le soutien qu'a un gouvernant pour gouverner. S'il a peu de soutien, il fait n'importe quoi, c'est ce que l'on voit abondamment à mesure que c'est filoche. Et la souveraineté et la légitimité. Même pas 10%.
car il faut couper en deux le score de la candidate dont l'histoire oubliera le nom, Renaissance. L'histoire et moi-même, oublions son nom, vous voyez, au moment où nous en parlez, où nous en parlons. Je ne prends pas pour l'histoire, mais enfin, après tout. Il faut diviser par deux, parce qu'il n'y a pas la majorité des Français qui ont voté. Des Français, je dis bien des Français de plus de 18 ans, qui constituent le corps politique de la nation. Et il y en a beaucoup qui ne sont même pas inscrits. Il y a au moins 3 ou 4 millions de Français qui ne sont même pas inscrits. Entre les Français qui ne sont pas inscrits, les Français qui sont inscrits, qui ne votent pas, et les Français qui ne votent pas, ou qui votent, pardon, mais pas... En s'abstenant, ou en votant contre le pouvoir. Ou qui votent et contre le pouvoir, on n'arrive même pas à 10%, même très en deçà. Ça veut dire que le président de la République n'est même pas monsieur 10%. N'importe quel historien, parce que là, pour le coup, c'est l'histoire qu'il faut convoquer, vous dira que ça ouvre la porte à toutes les crises possibles. Quand un pouvoir est à ce point délégitimé, quand presque plus rien ne le soutient, si ce n'est le parti des médias que vous avez pourfendu et qui garde hélas, 3 fois hélas, son efficace, c'est quand même très insuffisant comme esbrouffe. Et je pense que la France est en grand danger parce que son pouvoir n'est plus légitime du tout. Et ça a été la vertu de cette élection européenne que de le montrer, alors que toutes les autres élections sont controuvées d'une certaine façon. Voilà, nous analysons dans le prochain numéro le résultat. Dès lors qu'on ne s'abstient pas, on vote pour qui ? Et si je regarde votre profil politique historique, je me dis que vous auriez pu voter pour M. Glucksmann en son temps. Vous n'avez pas été socialiste un jour ? Enfin, écoutez, j'ai quitté le Parti socialiste. Quand Malraux est mort, que j'ai découvert le gaullisme, parce qu'on a vu beaucoup Malraux à la télévision, j'ai lu Malraux, et par Malraux, je suis arrivé à De Gaulle, et je me suis dit, bon, ça n'a rien à voir avec les conneries que j'entends dans les sections du Parti socialiste. J'avais 19 ans. C'est pas un reproche. Mais j'avais 19 ans. Oui, d'accord. Moi, je sais où j'étais à 19 ans. Et donc, vous étiez socialiste à 19 ans. C'est pas un scandale. Sauf que je dis, quand je regarde votre profil politique, vous ne me démentez pas en me disant que vous avez été, vous pourriez voter pour M. Glucksmann, comme vous pourriez voter pour M. Bellamy, comme vous pouvez voter pour Mme Maréchal, comme vous pouvez voter pour M. Bardella, comme vous pouvez voter pour M. Asselineau, comme vous pouvez voter pour M. Philippot, et j'en passe, des plus petites listes. Oui, hélas, Nicolas Dupont-Aignan, parce que depuis que nous nous sommes vus, j'ai quand même, malgré tout, joué le jeu. J'ai pris quelques initiatives, et j'ai réconcilié Jean-Frédéric Poisson, que j'aime beaucoup, et Nicolas Dupont-Aignan, que j'aime beaucoup aussi, avec qui j'ai d'ailleurs fait des conversations il y a quelques semaines. Une longue conversation diffusée par TVL. Et ils se sont réconciliés, ce qui n'était pas une mince affaire, parce qu'ils s'étaient beaucoup fâchés après que Nicolas Dupont-Aignan, en 2019, a jeté l'éponge en mettant Jean-Frédéric Poisson, sans possible numéro 3 de l'époque, dans une seule situation. Et il a recommencé, je dois dire, que je les ai réconciliés pour rien. Je suis comme Sisyphe, j'essaie de réconcilier, de concilier, de présenter. C'est pas ça tout le problème de votre famille de pensée? C'est le problème de ma vie, mon cher. Non, mais de votre famille de pensée, parce que ça vous dépasse. Je n'arrête pas de mettre alors, le nouveau conservateur est fait pour ça, TVL est fait pour ça, qu'il y a un lieu où se rejoignent les nationaux. On ne travaille qu'à ça, Martial. Mais moi, je porte cette croix depuis 30 ans. Et je dois dire aussi, pour compléter, que le second volet de ma réponse, François Asselineau, que j'ai connu chez Charles Pasqua en 98, avant d'être député européen, élu avec Marie-France Garot d'ailleurs, en 99, c'est comme ça qu'on c'est le mieux connu. Je la connaissais auparavant parce que je collaborais à sa revue qui s'appelait Géopolitique. Mais Asselineau a une constance parfaite, une clarté de vue. Il est omniscient et hypermnésique. Je m'en suis aperçu au fil de 5 conversations dont nous parlions tout à l'heure, dont celle où il finit par pleurer, qui a fait 250 000 vues ou pas loin. Pour les conversations, c'est pas mal. Parce que les conversations, c'est aussi un peu de travailler pour les archives. C'est garder le souvenir d'une vie qui se raconte paisiblement chez moi ou dans un cadre un peu intime. Pas du tout une interview, comme j'ai eu l'occasion de le dire à peu près une centaine de fois. Donc, moi, j'interviens beaucoup. Compris ça, c'est des téléspectateurs. Mais, les téléspectateurs ont très bien compris, puisque ça marche. Asselineau, j'ai bien compris. Non, la conversation, ça marche. Le principe de la conversation, c'est un peu différent. Vous appelleriez à voter Asselineau, j'ai bien compris. Oui, je crois que c'est le seul homme d'État. Marie-France Garot était un homme d'État, une femme d'État, si ça se dit. J'en vois pas d'autre à l'horizon, parce qu'il est intégralement intègre, indépendant d'esprit. Il a la politique de la France la plus ancestrale chevillé au corps, qui a été le gaullisme d'une certaine façon,
il est aussi quelque chose de très important, il est aussi très expérimenté. Il a dirigé des cabinets ministériels. Alors, en 2017, quand il était candidat à la présidentielle, il y avait François Fillon et François Asselineau qui connaissaient les rouages de l'État. Les autres, c'était un peu ils n'avaient jamais exercé des fonctions au cœur même de l'État. Et moi-même, j'ai participé à plusieurs cabinets ministériels. Je peux vous dire que ça change la perception des choses quand on a participé assez haut dans la hiérarchie du gouvernemental à la vie politique française. Vous me disiez pique-pente de l'Europe, mais elle se retrouve unie pour les célébrations du débarquement en Normandie. Cet entretien est enregistré, j'ai dit, avant ces unie non, parce qu'une Europe unie, elle inclut la Russie, dans mon esprit et dans l'esprit du général de Gaulle, et même pour les géographes. Donc elle n'est pas unie, c'est faux. Il y aura l'Ukraine. L'Ukraine représente les États-Unis, mais les États-Unis, c'est une puissance européenne par raccro. Alors justement, j'ai été horripilé, je suis horripilé en ce moment par l'obsession que mettent les médias à célébrer le sauveur américain. Ça ne fait plus aucune discussion. Le sauveur américain, c'était déjà le cas en 2017, alors que les Américains se sont battus, surtout en 1917, et surtout en 1918. En fait, Pershing et ses troupes ont été efficaces à partir de mars-avril 1918. Elles ont surtout fait du cinéma, mais au sens propre. Se balader dans les villes de France avec des expositions permanentes sur le thème, ou itinérantes plutôt, sur le thème le sauveur américain. Bon, mais enfin, jusqu'à présent, elle avait plutôt enquiquiné les troupes françaises parce qu'il fallait les former, les soldats. Je parle toujours de 17-18. Et après, ils ont prétendu être des sauveurs américains. Et déjà, Berlin, en mars 2018, était en pleine anarchie quand les Américains sont entrés en jeu. Donc, on n'en a pas eu besoin véritablement en 1918. Peut-être un peu plus en 1944, mais enfin, oui. Si. On a eu besoin de tout le monde. On a eu besoin des Russes, on a eu besoin des Serbes, on a eu besoin des Italiens quand ils se sont retournés, on a eu besoin des Anglais et du Commonwealth, certes. Et on a eu besoin des Français résistants. Et des Français, la division Leclerc, qui a libéré Paris. Je voudrais dire quelque chose sur la libération de Paris du général de Gaulle. Et puis aussi, quand même, c'est très intéressant, ça, et le gaulliste que je suis n'a pas peur de le dire, on a eu besoin de l'armée de Delattre, c'est-à-dire de l'armée qui a été reformé en Afrique du Nord, principalement à Cherchell, grâce à l'armistice, car le général de Gaulle a été très sévère avec l'armistice. Nous publions cette fois dans notre numéro du mois de juillet un article de Jacques Moncompin, président de l'association de défense du maréchal Pétain, donc vous voyez que je ne suis pas sectaire, ça certainement pas, qui prouve que cet armistice que de Gaulle a révoqué, parce qu'il fallait qu'il se fasse de la place pour lui-même et pour les siens, évidemment, pour créer sa légitimité, a été extrêmement utile, au moins du point de vue géopolitique, empêchant, grâce à Franco, et à l'entente entre Pétain et Franco, les Allemands de pénétrer en Afrique du Nord en passant par l'Espagne, de gagner les terres pétrolifères en Libye et au Moyen-Orient, ce qui aurait dispensé Hitler d'attaquer la Russie, qui aurait pu changer le cours des choses. Et d'ailleurs, Hitler dit, à la fin de sa vie, j'ai été roulé par Pétain. Bon, ça c'est très intéressant, produisons ça dans le prochain numéro du Nouveau Conservateur. Quant au débarquement, j'y reviens, est-ce que je peux lire ce que dit de Gaulle à Perfit, mon cher Martial, c'est du de Gaulle tout craché. Il nomme en 63 Saint-Denis pour préparer les commémorations de 64, 20e anniversaire, comme nous avons célébré le 80e anniversaire, et on ne finit pas de le célébrer en juin. Et il dit, le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des anglo-saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi. Et il demande à Saint-Denis de plutôt commémorer le débarquement en Provence, la libération de Paris, l'œuvre de la résistance et de l'armée de Lattre et de la division Leclerc, plutôt que ce débarquement où il dit ne pas aller. Émotion de Perfit. Il ajoute... Au fond, ils s'apprêtaient à gouverner souverainement la France à mesure de l'arrivée de leurs armées. Et il dira aussi, les Français sont trop portés à croire qu'ils peuvent dormir tranquilles et qu'ils n'ont qu'à s'en remettre à d'autres du soin de défendre leur indépendance. C'est exactement le problème. Et quand il ajoute « Je commémorerai la libération de Paris puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l'intérieur et de l'extérieur s'y sont unis autour de leur drapeau, de leurs hymnes, de leur patrie. Mais m'associer à la commémoration d'un jour où on demandait aux Français de s'abandonner à d'autres qu'à eux-mêmes, non. » Et il dira que ce débarquement
dans la même veine, je ne peux pas citer tout le passage, et le prélude à une nouvelle occupation du pays. C'est très fort. Ça veut dire que les Américains arrivent avec l'idée d'occuper, comme ils le font en Allemagne, en Italie et pour toute l'Europe en réalité, en les mettant pratiquement sur le même plan que les nazis. Et ça choque beaucoup de gens, mais pas moi. Parce qu'il s'agit d'un autre type d'occupation, d'une occupation culturelle, d'une occupation des cerveaux, d'une occupation de notre imaginaire. Et en effet, et puis une occupation militaire, jusqu'à ce que De Gaulle leur montre le chemin de la sortie en 1966, sans parler des crédits Marshall. Mais ce qu'ils voulaient surtout, ce qui est très symbolique de ce que voulaient les Américains, c'est les accords Bloom-Burns. Là aussi, nous avons un article du même Bon Copain sur le sujet. Si j'avais le temps, je raconterais des anecdotes extrêmement étonnantes. Bloom-Burns, 47, Bloom, président du Conseil, accepte que sur 8 semaines de sortie en salle, ça se passe par semaine, 5 soient réservées aux films américains. Et à partir de là, l'image, les films, la musique, l'imaginaire anglo-saxon, De Gaulle parle de leur débarquement, le débarquement des anglo-saxons, prélude à une nouvelle occupation du pays, s'installe. Et c'est à ce moment-là que la France n'est plus vraiment souveraine, sans parler des abandons de souveraineté qui suivront. Et notamment, ça passe par l'Europe qui a été créée dans les mêmes eaux. Je révèle dans ce numéro, le numéro 13, celui qui est sorti au mois d'avril, ce que personne ne sait, c'est que la déclaration Schuman du 9 mai 50, que l'on célèbre comme la naissance de l'Europe, vous savez, c'est le 9 mai, c'est la célébration de la déclaration de Schuman. Vous savez par qui elle a été écrite, la déclaration Schuman? Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État américain. On vous retrouve bientôt pour conversation. J'espère. Notre temps est écoulé, vous en doutez. C'est plus compliqué que conversation, on n'a pas des obligations. Nous, quelquefois, on fait 2 heures, vous savez. Nous, on a 26 minutes. C'est un peu tranquille, les conversations. Alors, on vous retrouve pour conversation cet été aussi, d'ailleurs, et à la rentrée, bien évidemment. Oui, je fais 2 conversations avec Alain Juillet, au cours desquelles, d'ailleurs, comme avec Philippe de Saint-Robert, nous avons parlé de Marie-France Garot, quand même a été une figure tutélaire importante. C'est un peu grâce à elle, je le disais, que je suis devenu souverainiste. Et sa fréquentation m'a beaucoup conforté dans ce que je pense et ce que je défends. Il y a aussi des conversations qui sont en ligne depuis une dizaine de jours avec Boualem Sansal, cet écrivain algérien qui est d'un courage extraordinaire. Il vit toujours en Algérie et il attaque de front les généraux algériens. Je ne sais pas s'il ne va pas lui arriver quelque chose. Et surtout les barbus. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous, Français? Vous vous laissez envahir. C'est d'ailleurs pas une immigration, même pas une immigration de masse, c'est une invasion, dit-il. Un écrivain algérien qui vient nous dire ça. C'est quand même extraordinaire. Et je trouve que ça faconde. Je l'ai rencontré chez un ami commun dans les Landes, dans une belle propriété des Landes. Donc c'est pas le cadre habituel qui est mon appartement de Paris. Mais j'aime bien aussi de temps en temps aller chez les gens. Je vais le faire avec le comte Cheremetiev, par exemple, dans quelques jours, qui a beaucoup de choses à dire sur la Russie. Je voudrais aussi citer des conversations que j'ai faites avec Frédéric Ouvillois, qui ont moins de succès, parce qu'évidemment, il est moins connu. Mais il y a beaucoup de matière sur la table. Et je pense que ces conversations vont durer et porteront témoignage de ce qu'ont été notre vigueur intellectuelle, notre diversité idéologique, on peut dire, une espèce de permanence de la vie politique française et de ce que je persiste à penser, la pensée française, illustrée à travers ces personnages qui racontent leur vie. Et vigueur intellectuelle, parce que la revue trimestrielle pourrait cesser de l'être trimestrielle. Oui, nous ne cessons certes pas de paraître, cette revue à laquelle je consacre une bonne partie de mon temps. Le Nouveau Conservateur va devenir, je ne sais pas si je peux le dire, je vais me faire taper sur les doigts, mais il vaut mieux le dire à TVL que nulle part ailleurs, va devenir mensuel. Voilà. C'est-à-dire que nous aurons des numéros mensuels d'une 60aine de pages et 2 fois par an des numéros doubles qui seront thématiques, qui seront de véritables dossiers. Le prochain dossier que j'envisage pour le premier numéro thématique, c'est un mensonge, car nous poursuivons du mensonge au Nouveau Conservateur, l'énorme mensonge que fut la Covid, et à travers cette question, nous poserons la question « Qui gouverne le monde ?» Ça aussi, il y a des choses à dire sur le site. Il y a des choses à dire. On retrouve tout ça sur le site, mais ça va s'inscrire, le Nouveau Conservateur, en un seul mot,
Merci Paul-Marie Couteau. Merci beaucoup, Martial.